Monsieur le maire, bonjour, messieurs et mesdames les présidents d'associations, mesdames et messieurs. Il est évident que pour le président du Festival Edmond Rostand 2018, ce jour est un grand jour, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Et je vous suis infiniment reconnaissant de toute la collaboration que j'ai reçue de la part de nombreux d'entre vous. Les versets que je vais prononcer maintenant sont véritablement sincères. Je voudrais tout d'abord commencer, puis après je vous parlerai un peu des Rostans, mais ce passage obligé par les merci, naturellement j'y tiens. Merci Anne-Claude Carsta, présidente du comité d'intérêt de quartier, avec une quarantaine de ses amis réunis autour d'Alain Storione et de Françoise Storione-Rostand. Ils ont réuni ces quarantaine d'amis qui ont participé au financement du festival. Et merci naturellement à la ville de Marseille et au département qui ont eux aussi contribué. Dans le comité d'intérêt de quartier, il y avait des bénévoles. Il y avait Monique d'Angély, Natacha Boutry, Maryse Buisson, Robert Michelesi. Merci de votre engagement. Nous avons été soutenus lors des différents événements par plusieurs personnalités. Je voudrais citer Monsieur le Préfet qui nous a accueillis lors du festival et de l'envol de la Marseillaise dans la cour de la préfecture. Merci à Robert Fouché, le président de l'Université du Temps Libre, qui nous a accueillis aussi dans ses locaux et qui a été notre partenaire au titre de Marseille Concert pour la Samaritaine. Merci bien sûr à Geneviève Mayel, le bâtonnier du barreau de Marseille. Avec elle, nous avons pu réaliser le procès de Cyrano. C'était une création, comme tous les autres événements de ce festival, et je crois que ça a été bien apprécié. Je voudrais remercier 3 grands artistes marseillais, Madame Isabelle Vernet, Monsieur Philippe Guette, Madame Bourgarel, Isabelle, qui ont chanté à différents événements. Et puis, si vous me le permettez, merci à mon épouse, Katia David. Sans elle, je crois que ce festival n'aurait pas pu exister non plus. Elle est, pour moi, ce que Rosemonde Gérard a été pour Edmond Rostand. Un de mes amis marseillais, militaire et néanmoins poète, à moins que ce soit poète et néanmoins militaire, me racontait que quand il était enfant, passionné par Edmond Rostand, il habitait quelque part là dans le quartier et il s'était amusé à compter les pas qui séparaient son domicile du 14 de la rue Edmond Rostand. J'avais trouvé cette idée-là tellement poétique, tellement superbe, que ça nous a rappelé combien la poésie nous permet de vivre sur des valeurs, de nous enchanter la vie. Et donc ce matin, j'ai compté les pas qui séparent le 14 de la rue Edmond Rostand de son buste. Il y a exactement 332 pas. Alors ça dépend de la taille du pas, je reconnais. Mais enfin, on est dans les 300 pas. Alors puisqu'il est question de géographie, j'aurais pu également compter les pas qui nous séparent ici de la mairie. Pourquoi de la mairie? Parce que Alexis-Joseph Rostand, l'arrière-grand-père d'Edmond, fut maire de Marseille en 1830. Il arrivait d'Orgon, un petit village situé à une trentaine de kilomètres au nord de Marseille. Il fabriquait des bonnets au 103 rue de Paradis et il exportait sa production jusqu'au Levant sur les bateaux de commerce de son frère Bruno Xavier, qui était un armateur. Si on remonte ensemble la Canebière, Alexis-Joseph Rostand fut le premier président élu de la Chambre de commerce. Il devint aussi président de la Caisse d'épargne, multiplia les engagements pour le développement de Marseille et participa par exemple à la construction des phares du port. Et cet Alexis-Joseph Rostand démarre tout cet esprit artistique de la famille, puisqu'il était aussi musicien. Avec ses 2 frères et avec son fils, il avait constitué un quatuor qui fut le premier à Marseille à jouer les quatuors de Beethoven. Son fils fut receveur principal de la ville de Marseille et c'était aussi un ténor apprécié et on peut le suivre ainsi jusqu'au conservatoire. Eugène Rostand et Alexis Rostand
père et oncle d'Edmond. Alexis fut le directeur du Crédit National de Paris. Il avait son agence, pas très loin d'ici, et il devint ensuite un grand banquier à Paris, mais c'était aussi un compositeur. Et lors de la Samaritaine notamment, et lors d'un concert à la Caisse d'Épargne, on a pu, grâce notamment à Philippe Guette, remettre dans nos oreilles cette musique qui était quelque peu oubliée. Eugène, lui, c'était le père d'Edmond, c'était la poésie. Et il avait traduit Catulle, il devint président de la Caisse d'Épargne aussi, c'est à lui que Marseille doit le magnifique immeuble que l'on trouve place Estrangin. Vous voyez à quel point cette famille a marqué l'histoire de Marseille. Mais c'était aussi un humaniste. Il s'est beaucoup occupé du sort des ouvriers et il avait prévenu son fils en lui disant « Fais attention, tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais il ne faut pas que tu oublies les autres. » Et il lui avait écrit ceci qui est très beau. « Mon fils, mon bien-aimé, lorsque tu seras homme, quand tu liras ces vers où tremblant je te nomme, souviens-toi que ta vie eut un rose matin, une aube claire, et pense à ceux dont le destin est depuis le berceau pénible, triste et sombre, qui n'ont pas eu d'aurore et n'ont connu que l'ombre. Souviens-toi que ce sont tes frères et va vers eux. » Et c'est ce qu'a fait beaucoup Edmond Rostand, notamment pendant la guerre de 14-18. Ce jeune Edmond, c'est pas l'emmenait de l'ancienne rue Montaut au lycée Thiers, et sans doute aussi vers la préfecture, le palais Longchamp ou Notre-Dame de la Garde, qui était alors en construction. Et puis, vint l'appel vers Paris, vers la gloire, mais il n'oublia jamais Marseille. Et lorsqu'il y revenait, pour des événements familiaux, heureux ou tristes, il a par exemple pour l'enterrement de ses parents, « Je tiens à cette terre où je viens de plonger mes deux racines ». On a un peu oublié que Edmond Rostand est un Marseillais, est un Provençal, et lui ne l'avait jamais oublié, même si, pour des raisons de santé, il s'était installé aux Pays-Bas parce qu'il avait besoin de l'air de la montagne pour ses poumons. Son Cyrano, devenu notre Cyrano, succès planétaire, qui fit de l'ombre à toute son œuvre, et c'est la raison pour laquelle, pendant le festival, avec l'envol de la Marseillaise, avec la Samaritaine, avec les concerts et les récitals de poésie, nous avons voulu mettre plus en lumière tout l'ensemble de son œuvre. Son Cyrano fut pour lui à la fois le succès de sa fortune considérable, mais aussi, il écrit juste après, « Je me sens écrasé par le succès de mon héros gascon, et je ne suis pas l'homme heureux qu'on croit. » Et son Cyrano partit en tournée juste 3 mois après la création, et la première représentation en tournée se fit ici même, à Marseille, avec le comédien Isidore Hirsch, dont vous pourrez voir la photo dans l'exposition que nous venons d'organiser à l'Alcazar, à partir de la collection que mon épouse et moi-même avons constituée pendant plus de 30 ans. Avec son épouse Rosemonde Gérard, ils eurent 2 fils, et ça montre cette lignée exemplaire, un dramaturge avec Maurice, et puis surtout Jean Rostand, le philosophe, le biologiste, qui lui aussi entra à l'Académie française. C'est-à-dire que vous avez, avec les Rostand, 3 générations. Vous avez Eugène le père, qui a été, après avoir été incidemment président de l'Académie des sciences, des arts et des lettres de Marseille, élu à l'Institut des sciences morales et politiques, son fils Edmond, et après son fils Jean. 3 générations, et c'est quelque chose, je me suis renseigné auprès de l'Académie française, qui n'est arrivé que 3 fois au cours des siècles. On a 3 générations comme ça. Nous sommes heureux avec le festival d'avoir en quelque sorte mis les énergies en route et nous tentons de les rassembler. Après la mort d'Edmond Rostand, le 2 décembre 1918, soit 32 jours après l'armistice, on retrouva sur un petit bout de papier ces quelques vers « Je ne veux que la victoire, ne me demandez pas après je veux bien la nuit noire sous les cyprès ». Eh bien, sous les cyprès, c'est bien en effet là que Edmond Rostand repose aujourd'hui. Notre souhait maintenant, eh bien, c'est que tout ce que nous avons engagé perdure,
Nous espérons que cette pensée Rostand pourra continuer à vivre à Marseille. Peut-être qu'un lieu, un jour, lui sera dédié, à la fois à Edmond, bien sûr, et à ses œuvres, à ses Cyrano, à Chantecler, à l'Aiglon, mais aussi à la pensée humaniste que j'évoquais tout à l'heure brièvement. Voilà, ce que j'espère maintenant, c'est que le 200e anniversaire, ce sera en 2068. Je vous donne rendez-vous pour le 200e anniversaire, mais quand même, j'espère beaucoup vous revoir avant. Mesdames et messieurs, merci. Très bien, messieurs, dames, s'il vous plaît, merci. Alors, quand vous voulez, merci. Alors, je pense qu'il va falloir faire une petite manip. Attendez, voilà. Et voilà. Merci. Rhéteurs et menteurs sans vergogne, ce sont les cadets de Gascogne, parlant blason, lambelle, pastogne, tous plus nobles que des filous. Ce sont les cadets de Gascogne, de Carbon, de Casteljaloux, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup, fendant la canaille qui grogne, œil d'aigle, jambes de cigogne. Ils vont coiffés d'un vieux bigogne dont la plume cache les trous, œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce-Bedaine et Casse-Trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire, leur âme est ivrogne, Perce-Bedaine et Casse-Trogne. Dans tous les coins où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-Bedaine et Casse-Trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux, ô femmes, adorables carognes. Voici les cadets de Gascogne, que le vieil époux se renfrogne, sonnez clairon, chantez coucou. Voici les cadets de Gascogne, qui font cocu tous les jaloux. Monsieur... Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'en pétasse. Amical. Mais il doit trembler dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hana. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Régulant. Ça, monsieur, lorsque vous péculez, la vapeur du tabac vous sortait du nez sans qu'un voisin ne crie « Au feu de cheminée !» Prévenant, gardez-vous, votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Tendre. Faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fane. Pédant. L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampe éléphanto-camélos, dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os. Cavalier. Quoi, dit? Ce croc est à la mode, pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. Emphatique. Aucun vent ne venait magistral, d'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif pour un parfumeur, quelle enseigne. Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Respectueux. Souffrez, monsieur, qu'on vous salue. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue. Campagnard. Hé, un dé, c'est un nez. Non, non, c'est quelque navision. Ou bien quelque melon nain. Militaire. Frotter contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Enfin, parodie en pirate en un semblant. Le voilà donc ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonieux. Il en rougit le traître. Voilà ce qu'à peu près mon chef
Vous m'auriez dit si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, oh, le plus lamentable des êtres. Vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les 3 qui forment le mot sot. Eussiez voulu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart, de la moitié, de la commencement d'une, car je me les sers moi-même, avec assez de verve, mais je ne permets pas qu'un autre me les sert.